L'hebdo politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo politique. Nous sommes ensemble comme chaque dimanche pendant 30 minutes et ce soir je reçois Pascal Thévenot, le maire de Vélizy-Villacoublay. Bonsoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Pascal Thévenot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes né le 3 juin 1966, vous avez donc 51 ans. Après une carrière d'ingénieur dans différentes entreprises privées, vous vous consacrez pleinement à vos fonctions politiques. Vous avez été élu conseiller municipal, puis adjoint de Vélizy-Villacoublay entre 1995 et 2008, puis vous êtes élu maire de cette même ville en 2014. Le 20 mars 2016, vous êtes élu député des Yvelines lors d'une élection législative partielle suite à la démission de Valérie Pécresse, qui est devenue, on le sait, présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Et en juin dernier, vous êtes candidat à votre réélection, mais vous perdez votre siège, battu par Jean-Noël Barrot. L'hebdo politique, Véronique de la Maisonneuve. Alors un mot d'abord, on va commencer cette émission sur ce procès un peu incompréhensible du grand public. Je vais essayer de résumer, vous allez me dire si je me trompe pas. Alors vous êtes agacé ces derniers temps par les déchets qui s'accumulent sur le chantier de la dalle Louvois dans votre ville, et notamment les déchets déposés par vos administrés. Vous avez pris les choses en main et vous avez redéposé ces gravats devant le domicile d'un des habitants qui était donc responsable de ces dépôts. Il a porté plainte contre vous. Et vous vous êtes retrouvé devant le TGI de Versailles, c'était le 19 mars dernier. Qu'a-t-il été décidé à cette séance ? Il y a eu une audience de 3 quarts d'heure en correctionnel quand même. Et je pense que ça s'est plutôt bien passé, où j'ai pu démontrer que je lui avais rendu ses déchets, mais que tout ce qui me reprochait, violation de domicile ou autre, était infondé. Et on attend un délibéré pour le 14 mai. Alors, comment est-ce qu'on prend une telle décision quand on est maire d'une ville, de soi-même aller chercher un camion de ses services techniques et aller redéposer ses gravats ? En fait, ça faisait des mois qu'on était victime dans le quartier de dépôts sauvages, et les dépôts sauvages, appelant d'autres dépôts sauvages, ça devenait une réelle nuisance, aussi bien pour les administrés que pour aussi mes services, parce que ce sont mes services qui allaient, je louais une benne et qui allaient ramasser à chaque fois les déchets de chantier qui étaient déposés. Donc c'est un peu ce que vous vivez aussi quand vous allez en forêt, en campagne, et on est tous à peu près victimes de ces... C'est plus que des incivilités, pour moi c'est des voyous de l'environnement, sachant que en plus à Vélizy, un particulier peut déposer jusqu'à 1 tonne de gravats à la déchetterie gratuitement, quoi. Donc on avait décidé de trouver et d'identifier ces personnes, donc j'avais déclaré une caméra autonome en préfecture, et dès qu'on a commencé à la dépouiller, il y a eu 3 personnes, 2 artisans et un habitant qui ont été identifiés. Les artisans, on ne leur a pas rendu, parce qu'en fait, j'aurais déposé sur ma dalle et j'aurais perturbé le voisinage, donc on a simplement porté plainte. Et ce particulier a été identifié, donc je lui ai ramené ce qu'il avait perdu. Et j'imaginais qu'il comprendrait et que ça s'arrêterait là. Il a décidé de porter plainte. Je pense qu'il a rencontré un avocat qui a voulu faire un coup médiatique. Et finalement, c'est un peu l'arroseur arrosé, puisque ça a donné une notoriété à cet acte au-delà même du territoire national. Et le résultat, c'est que maintenant beaucoup de maires, l'ONF, enfin tous ceux qui sont victimes au quotidien de ces désagréments attendent le jugement. Ça vous a surpris, ça, que ça fasse autant d'émules, quoi. On a vu récemment le maire de Poissy qui a fait la même chose. Vous avez, je crois, reçu, on le voit sur les réseaux sociaux, beaucoup de lettres de soutien. J'ai reçu que des soutiens. Après, il y a juste mes 2 opposants locaux qui ont considéré que je n'avais pas à faire ça. Mais autrement, oui, j'étais surpris, parce que je ne pensais pas que ça allait prendre ces proportions. Par contre, le résultat, je leur remercie d'avoir fait ça, puisque aujourd'hui, depuis le mois de novembre, il n'y a pas un dépôt sauvage sur la ville, dans le domaine public. Donc du coup, les riverains sont largement satisfaits. Et je pense que la clémence, et j'espère même être jugé sur le fond et montrer que finalement, rapporter les objets perdus à un particulier, c'est un acte aussi citoyen. Et du coup, là, je pense que le message devrait passer. Carl Olive a pris le même chemin, mais ça faisait partie des soutiens. Mais de toute façon, tout maire, quelle que soit sa sensibilité, a envie d'avoir une ville. On parle beaucoup de défense de l'environnement et nos budgets sont réduits de jour en jour et les nuisances aussi ont un coût. Donc à la fois pour la défense de notre environnement et de notre budget, je pense que si on pouvait mettre fin à ça
Et pour ça, j'espère que le législateur entendra aussi le message pour que ça devienne une contravention de police. Parce que pour l'instant, les personnes qui font ça ne risquent rien. Ah, ils sont quasiment jamais jugés, ils risquent 1 500 €, qui donnent quasiment jamais, et c'est ce qui fait qu'il y a ce sentiment d'impunité, et vous voyez des artisans qui laissent même leur facture. Une dernière chose quand même, quand vous avez décidé de faire ça, est-ce que vous vous êtes pas dit j'en fais un peu trop? C'est ce que disent vos opposants d'ailleurs. Je suis quand même maire, j'ai quand même un poste important, le symbole par rapport à ce geste par rapport à vos administrés? Non, je me suis pas dit j'en fais un peu trop, j'ai dit stop. Et donc c'est pour ça que quand j'ai appelé le matin mes services techniques pour leur dire écoutez, vous allez me récupérer les carreaux de plate, je les ramène ce soir, ils étaient plutôt satisfaits aussi parce que c'est une nuisance pour eux, ils ont d'autres choses à faire et c'est jamais agréable d'aller ramasser les détritus du voisin. Donc non, c'était vraiment un coup de gueule, et j'avais prévenu en plus. Donc maintenant j'ai un soutien de toute la population, et la personne qui veut en plus garder l'anonymat, qui assume à la fois sa plainte et ses faits, qui fait pression sur les médias quand il commence à donner son nom. Mais bon, maintenant, oui, il est identifié par tout le monde parce que Vélizy, ça reste un village, et personne comprend cette attitude d'un citoyen voyou, et en plus la réaction disproportionnée d'attaquer le maire, de lui avoir rendu ses déchets. Vous avez été aussi au cœur de l'actualité, comme je dirais tous les hivers, il y a quelques semaines, au moment où il y a eu les épisodes neigeux, parce que votre ville est, on va pas refaire le débat, mais votre ville est au centre, voilà, avec la 118, la 86, etc. Il y a eu beaucoup de critiques quand même, encore une fois, sur cette gestion d'épisodes neigeux, encore des gens qui ont été bloqués sur ces routes. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que ça a été bien fait, et est-ce qu'on peut, une bonne fois pour toutes, anticiper ce type d'événement? On est en hiver, il y a de la neige, oui, on le sait quand même. Il y a un amalgame qui a été fait. Si on regarde bien 2010, sur Vélizy, j'entends. La grosse année de 10 000 personnes bloquées, 9 600 dans les entreprises, gros chaos. Là, l'État, comme la ville, ou voire le département, ont quand même, il y a un retour d'expérience qui a été fait, puisque maintenant, les camions n'ont plus le droit de circuler sur la 118 dès qu'il y a une alerte neige, les moyens sont anticipés, et la 118 n'a pas été bloquée à un moment, en fin d'après-midi, mais ça a permis... Fallait pas l'arrêter avant, fallait pas la couper avant? Non, je pense qu'au contraire, il faut être encore plus vigilant pour la maintenir le plus longtemps possible, parce que si vous bloquez la 118, il n'y a plus que la départementale pour rejoindre Paris sur Vélizy, et c'est là que vous prenez tout le monde au piège. Donc il faut maîtriser les alertes neige, ce qui est maintenant à Vélizy, quand on a une alerte neige dans une entreprise, à partir du moment où vous l'avez vu qu'une fois, vous ne voulez pas le vivre une deuxième fois. Et c'est ce qui fait que, finalement, si on regarde juste sur Vélizy, j'ai eu moins de 200 personnes accueillies dans la nuit, j'ai eu 2 salariés qui, en fait, étaient des chefs de service, qui avaient libéré leur personnel, et qui s'est dit je vais en profiter pour fermer, puis ils sont pris au piège. Autrement, c'était plutôt des personnes qui avaient été bloquées par l'arrêt des transports en commun. Donc là, c'est là qu'il faut qu'on améliore les choses, ou qui étaient en transit et qui venaient de l'Essonne et qui ne pouvaient plus rejoindre Paris, puisque la 118 était fermée, et à un moment, la route départementale n'avait pas été entretenue avant 22h, donc elle a été aussi fermée. Après, c'est peut-être un manque de coordination de l'État, c'est dans la vallée de la Bièvre, donc cette zone 91, qui n'avait pas été impactée précédemment, où là, finalement, oui, les gens, jusqu'à 5h du matin, n'ont pas eu de nouvelles, et il y a eu 2000 personnes qui ont été bloquées. Et je pense que il faut anticiper, alors là, ça va même plus loin, c'est le plateau de Saclay se développant, il y a aussi beaucoup de monde sur cette partie-là. Qui travaille et qui circule. Et les mesures qui avaient peut-être été prises sur le tronçon 118, Pont de Sèvres, Vélizy, avec le 92 et le 78, il faut que le même retour d'expérience soit fait, et c'est peut-être que ça n'a pas été anticipé, parce qu'il y avait jamais eu de soucis sur cette partie de l'Essonne. Mais sur la partie vélizienne, finalement, 200 personnes en transit au niveau des transports en commun. Même nous, on avait un autre plan neige qui était prévu, donc les gens sont repartis plutôt sereins, avec un petit déjeuner café croissant, ça apaise toujours. Donc il y a des choses à améliorer, mais je pense que l'épisode 2010, à la fois par l'État, et je ne suis pas là toujours pour protéger l'État, mais par l'État et par la ville, ont été anticipés. Maintenant, les 2000 personnes dans la vallée de la Bièvre, il va falloir
prendre les mêmes mesures, mais je pense qu'il faut maintenir la 118 le plus longtemps possible. Et par contre, des camions qui prennent la 118 ou qui prennent des axes alors que c'est interdit et qui se retrouvent de travers, là, j'en ai parlé d'ailleurs aux forces de police, je serais assez intransigeant, c'est comme les déchets sauvages. Je leur confisque le camion, je leur retire le permis, parce qu'en fait, ils bloquent toute l'Île-de-France, comme vous le disiez. L'axe A86-118, c'est quand même un axe majeur international. En parlant des transports, là, les Yvelinois et les Franciliens vont encore vivre des jours difficiles. Alors cette fois-ci, c'est pas la neige, mais ça va être la grève qui est annoncée. Une grève forte, c'est un bras de fer énorme qui s'engage avec le gouvernement. Ils annoncent 2-3 jours de grève par semaine pendant les 3 prochains mois. Les syndicats de cheminots, je précise. Est-ce que comme Valérie Pécresse, vous demandez que le service minimum soit respecté et que les voyageurs soient indemnisés ? Mais je comprends même pas qu'on ait besoin de demander que le service minimum soit respecté, c'est la loi. Donc, oui, la loi impose un service minimum, donc il doit être constamment respecté, imposé, et les mesures là, avoir des mesures de grève quelques jours par-ci, quelques jours par-là, c'est un bras de fer avec. Puis en plus maintenant les jours de grève sont plus payés, donc voilà, ils essaient de lisser l'impact d'une grève. Il faut la faire cette réforme. Alors là, il y a des réformes où je peux être critique. Celle-ci, je remercie plutôt le gouvernement de l'avoir engagée. Je pense qu'il faut la faire et elle était attendue. Sur tous les points, c'est-à-dire autant sur le statut du cheminot que sur peut-être la disparition des petites gares ou des petits trajets comme on l'entend. C'est une réforme très globale. On parle beaucoup surtout du statut, mais il y a beaucoup de choses dedans. Après, 80% du trafic SNCF, en termes de voyageurs, c'est l'Île-de-France. Après, ce qu'on appelle les petites gares, c'est les gares moins fréquentées où il faut ne pas enclaver ces petits villages, en fait, parce que c'est un aménagement du territoire. Mais si on décide de le faire, ça doit être pris comme de l'aménagement du territoire et ça ne doit pas être le coût aux frais de l'usager ou du contribuable de manière générale. On décide d'avoir une politique d'aménagement du territoire et donc l'État décide de financer, ou la région concernée décide de financer des petites lignes. Mais il peut y avoir aussi des transitions avec du transport par route, en car, de manière plus régulière peut-être, avec des moyens qui sont différents. Mais oui, c'est une réforme attendue et je pense que ça. On regarde la réforme de Feu France Télécom qui a eu lieu et qui a permis à Orange de se développer. Et on n'aurait pas fait cette réforme, on ne parlait pas de la 4G, on ne parlait pas de la fibre. Aujourd'hui, si on va avoir des moyens de transport modernes, efficaces, et il n'y a pas de raison que ça coûte 30% ou 40% plus cher qu'à l'étranger. Et puis on a des investissements à faire. Donc je pense que l'argent, il faut plutôt le mettre dans les investissements que dans des statuts. Et globalement, les réformes qui touchent le service public font un peu grincer des dents du gouvernement. Il y a eu des manifestations, il y a des grèves. Vous êtes d'accord aussi avec le gouvernement ? Il faut faire bouger ce service public français ? Oui, je pense qu'il y a là-dessus... S'il y a une critique à faire, c'est ils ont une majorité qui est plus ou moins tenue, mais qui est quand même très large. Donc c'est plutôt... Ils auraient pu éviter les ordonnances, qui auraient évité un front supplémentaire. La forme. Voilà, c'est plus la forme. Après, c'est peut-être compliqué de gérer une majorité qui n'a pas été prévue avec des réformes qui n'ont pas notamment été annoncées. Mais normalement, la discipline d'une majorité aussi large aurait pu éviter les ordonnances. Et du coup, ce point qui peut cristalliser des réactions et une opposition, même sur des gens qui sont d'accord sur le fond. Un dernier mot sur les transports, puisqu'on est là. Une dernière question. La maire de Paris persiste et signe. Malgré la décision du tribunal administratif, elle vient de signer un nouvel arrêté pour maintenir la piétonisation des voies sur berge. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'elle est dogmatique, elle est un peu dépassée, à l'agonie, même dans sa majorité. J'étais avec des adjoints de Paris il n'y a pas très longtemps qui prennent leur distance. Après, avoir une capitale piétonne, c'est toujours agréable d'avoir des quartiers piétons, sauf qu'il ne faut pas faire les choses à l'envers. Il y a des mesures, maintenant, vous parlez de Valérie Pécresse, présidente de la région, ça fait 4 ans qu'elle réforme, qu'elle réorganise, qu'elle modernise les transports, qu'elle investit aussi dans de nouvelles liaisons. Donc il faut améliorer les transports et ensuite accompagner la piétonisation, mais on ne peut pas bloquer la capitale simplement en faisant une ville-musée. Et il faut arrêter de penser que c'est par la contrainte que les gens laisseront leur voiture. Moi, à Vélizy, j'ai eu le tramway.
Et ça s'est fait immédiatement. J'ai eu des axes qui étaient bouchés avant, qui ne l'étaient plus du jour au lendemain, pas parce qu'on avait pris des mesures coercitives contre la voiture. C'est qu'à partir du moment où vous avez des transports réguliers, confortables, et... Des parkings pour mettre les voitures. Alors des parkings, mais à Vélizy, j'ai même pas. Il n'y a pas besoin, mais pour Paris, c'est par exemple ce qu'on lui reproche. Les gens ont pris directement, bien sûr qu'ils prennent les transports. Je connais peu de monde qui se dit le matin, super, je vais me faire 2 heures de bouchon parce que j'adore ça. Et si les gens prennent leur voiture, c'est que la mesure alternative n'est pas appropriée. Donc moderniser le transport, c'est un retard qu'on a pris précédemment avec quand Mme Hidalgo peut-être était moins dogmatique et ou moins préoccupée par les transports. Et je pense on améliore les transports, on trouve des mesures alternatives et moi-même, je serais premier à être content d'avoir des zones piétonnes, des zones agréables, mais c'est pas en interdisant les motos, parce que maintenant même les motos peuvent plus circuler dans Paris, les 2 roues, en interdisant la voiture qu'on va améliorer les choses. Il faut pas... C'est encore la forme qui vous... Oui, puis là en plus on rejette la pollution sur la Grande Couronne, quoi. C'est pas grave, là vous avez une remontée de fil avec Bois-sur-Berge qui arrive au milieu de Boulogne. Il suffit que maintenant après elle arrive au pont de Sèvres et vous bloquez encore toute la 118 et vous bloquez tout l'ouest parisien. C'est pas des mesures qui vont faire que les gens vont comprendre les choses et améliorer les transports et accompagner en même temps. Et c'est ce que propose Valérie Pécresse. On passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. Deuxième partie de cet hebdo consacré à Pascal Thévenot. Il y a quelques jours, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été mis en examen sur cette affaire de financement illégal, dit la justice de sa campagne de 2007, qu'il aurait reçu de l'argent liquide du pouvoir libyen. Quel regard vous portez sur cette affaire, sur l'homme, et puis sur le fait que ça arrive après d'autres épisodes difficiles pour votre famille politique? Alors déjà, c'est pas financement illégal d'après la justice, c'est suspicion, c'est plutôt d'après Mediapart que c'est... Mais je suis plutôt choqué. La justice fait... si elle le met en examen, c'est qu'elle a quand même des choses... Si elle le met en examen, c'est qu'il peut normalement avoir des faits concordants. Voilà. Moi, je trouve que il a eu un même procès sur l'affaire Bettencourt, il y a eu un non-lieu. Ça avait été monté par les médias. Je sais pas, Nicolas Sarkozy fait vendre, donc les médias aiment bien l'attaquer. La justice, de temps en temps, est un peu complice. Là, aujourd'hui, je trouve bizarre que au moment où le gouvernement est mis un peu en difficulté, les médias apprennent qu'il va être mis en examen, qu'il va être convoqué, mis en garde à vue, en même temps que Nicolas Sarkozy. On imaginerait plutôt que ça ne soit pas obligatoirement une affaire médiatique. Donc vous étiez le soutien de François Fillon, ça vous rappelle François Fillon, c'est ça? Ah, ça me rappelle, les médias qui arrivaient et qui lançaient des affaires ou qui nous appelaient pour nous expliquer que tel fait va sortir, un peu de déstabilisation, des faits qui sortaient jamais, qui étaient en plus contredits. Et aujourd'hui, François Fillon, on n'en a pas entendu parler. On revient sur Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il y aura un non-lieu et que je pense que c'est plutôt dur pour lui, mais il se défendra et je pense que les affaires se ressortent. C'est plutôt, ça fait diversion, ça fait un peu vendre. Quelle image ça donne quand même dans l'opinion publique? Parce que cette affaire, elle est quand même très grave. C'est-à-dire que soit c'est vrai, et dans ce cas c'est quand même grave, donc qu'un président de la République ait fait ça, soit c'est pas vrai, et alors la justice, on peut plus y croire dans ce pays. Alors déjà, il faut remettre le contexte. Les Français sont un peu perdus. Quand vous écoutez ce qui s'est vraiment passé, il y avait 50 millions de Mediapart, il y avait 38 000 euros finalement qui lui sont reprochés par la justice. Les chiffres sont différents. Donc là, selon... 38 000 euros, c'est un milliardième de pourcent de la campagne. En liquide, même pas qui serait reproché, mais qui aurait été en liquide. Donc liquide, après, 38 000 euros, ça il y a pu avoir des dons sur un meeting en liquide. Mais... Alors, je me souviens, un moment, avant que François Fillon soit mis en examen, quand il avait dit « je démissionne si je suis mis en examen », j'avais eu l'occasion de discuter avec lui, j'ai dit « mais pourquoi vous avez dit ça ?» Il me dit « je peux pas être mis en examen ». Et moi, je lui ai dit « mais moi, je n'ai pas confiance dans la justice ». Il m'a dit « mais vous êtes parlementaire, vous n'avez pas le droit de dire ça ». Alors, je ne devrais pas dire ça maintenant, parce que je suis aussi en correctionnel. Mais voilà, il y a des moments, j'ai confiance dans la justice,
mais des fois, on a l'impression que certaines... à certains moments, elle peut être aussi à son corps défendant manipulée. Est-ce que ça ouvre pas un autre débat qu'il faudrait ouvrir en France sur combien coûte une élection présidentielle, principalement présidentielle, mais combien coûte la politique en France ? Pourquoi il y a tellement d'argent qui circule Cette réforme, elle a été faite. Maintenant, vous avez un financement des campagnes électorales. J'ai pu participer à différentes campagnes, même de temps en temps à leur financement. Il y a un financement qui est fait, il y a des remboursements qui sont faits, il y a des plafonds. Donc en fait, c'est très encadré et vous n'avez pas besoin d'aller chercher des financements occultes pour peu que vous ayez besoin avant. Donc cette réforme sur maintenant, quelle que soit l'élection, que ce soit une élection municipale ou une élection présidentielle, c'est encadré et vous avez la possibilité, à partir du moment où vous faites plus de 5% en plus, d'être remboursé des plafonds. Donc entre les dons et les plafonds remboursables, vous avez largement de quoi mener une campagne électorale. Il n'y a pas besoin d'avoir de financement occulte. C'est la réforme qui a été faite, qui n'a pas encore été faite sur les syndicats, le financement des syndicats, et qu'il faudrait peut-être aussi mener. Mais je pense que c'est largement assaini. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas tomber de temps en temps sur des élus peu scrupuleux, mais c'est comme dans toutes les catégories, il y a aussi des gens peu scrupuleux, mais c'est pas la loi ou c'est pas le besoin de financement, c'est plutôt escroquerie. Et je pense que dans le cas de Nicolas Sarkozy, il pouvait mener sa campagne, il n'avait pas besoin d'avoir des financements occultes. Et je pense qu'il l'a bien dit dans son intervention après sa mise en examen. Bon, maintenant, on est un pays démocratique et on doit... Je pense ça finira sur un non-lieu comme il a toujours eu. Je disais que votre famille avait quelques soucis entre guillemets en ce moment. Est-ce que les propos de Laurent Wauquiez n'ont pas fragilisé sa présidence ? Et surtout, maintenant, les divisions sont vraiment visibles par tous. On a notamment vu Valérie Pécresse qui a été sifflée au Conseil national il y a quelques semaines maintenant, mais quand même, ça a marqué ça les esprits. Ça donne pas une très bonne image des Républicains. On part d'une période difficile. On a perdu les présidentielles, on n'était pas prêt en deuxième tour. On a perdu les législatives. Donc là, il faut qu'on se reconstruise. Il y avait besoin de se reconstruire. On a maintenant un président. Qui ne fait pas vraiment l'unanimité ? Qui ne fait pas l'unanimité sur sa ligne politique ou sur la manière dont il exerce. Après, il est là. On attend de lui qu'il réorganise les choses. Et, vous lui faites confiance de ce point de vue-là ? J'espère qu'il réorganisera. Après, Valérie Pécresse, je pense qu'à toute sa place. Et heureusement qu'il y a différentes sensibilités. Et il y a une sensibilité défendue plutôt par Laurent Wauquiez, il y a une sensibilité défendue par Valérie Pécresse, qui semble aussi être plus large. Vous êtes plutôt de quel Moi, ce que défend Valérie Pécresse et sa manière de faire et les sujets et d'aller sur le fond des choses et pas obligatoirement. Je dis, moi, la réforme sur la SNCF, je vais pas la critiquer, j'aurais aimé que la droite la fasse. Donc, mais par contre, il y a plein de choses qu'on peut critiquer sur le droit d'asile, sur la nationalité, sur les retraites on va avoir, mais il y a plein de réformes, même la réforme du travail qui finalement a été cher payée, et quand on regarde aujourd'hui les résultats, au niveau des prud'hommes, des choses comme ça, c'est largement à l'opposé de ce qui était attendu. Donc il y a plein de choses où on peut améliorer les choses, mais sur la proposition, et pareil, un peu le coup monté contre Laurent Wauquiez, où il l'a dit, il l'a fait. Après, quand on dit quelque chose, on assume. Je pense que l'erreur qu'il a faite, c'est de dire c'est un huis clos et je vais porter plainte. Ouais, un huis clos, ça n'existe pas même. Et il fallait mieux assumer les choses. Après, quand on est avec des étudiants, on a peut-être une parole un peu différente, un peu plus ouverte et moins contrôlée que ce qu'on peut avoir dans une réunion plus formelle. Mais non, je pense qu'on a un patron, il faut qu'il prenne la mesure de sa charge. Et puis par contre, qui donne la possibilité aussi, ce qui a toujours été la force de la droite, au débat, à l'ouverture, et après à nous de faire une synthèse. Et moi, mon rôle, c'est d'essayer de participer pour que les idées que je défends soient défendues par les républicains auxquels j'appartiens. Il y a eu aussi un débat sur le rapprochement avec le FN aussi, qui a été relancé, alors, notamment avec les déclarations de Thierry Mariani, qui a dit « Je veux voir si un accord ou un rapprochement sont possibles ».
C'est un épiphénomène pour vous, oui. ça Il n'y a pas de débat. Ce débat, même par Laurent Wauquiez, ce débat, il est clos. Enfin, il n'est pas clos, d'ailleurs, il n'a jamais été ouvert. Il peut y avoir des sensibilités, après, de toute façon, elle nous quitte. Mais les thèses du Front National ne sont pas les thèses de la droite républicaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler à leurs électeurs. Je pense qu'on a déçu pas mal d'électeurs de droite, et comme de gauche d'ailleurs. Le Front National n'a pas que des électeurs déçus de la droite. À nous de répondre à leurs problèmes, et notamment quand je me déplaçais pendant la présidentielle en France profonde, quand vous avez des gens qui n'ont plus d'avenir pour eux, mais ne voient pas l'avenir pour leurs enfants, si vous ne répondez pas à leurs problèmes et si vous ne vous occupez pas d'eux, après ils poussent des cris au secours, et c'est pas obligatoirement qu'ils sont en phase avec les thèses du Front National, mais c'est un cri au secours, et il faut qu'on leur réponde. Merci beaucoup Pascal Thévenot d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de cet hebdo politique. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast, audio et vidéo sur notre site internet. Bonne fin de soirée et à dimanche prochain. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.